Donc, il est maintenant 15h02. Nous allons débuter ce point de presse. Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2020 et comme à l'habitude, nous allons faire le point sur la situation de la pandémie COVID-19. Donc, aujourd'hui, nos porte-paroles, pour commencer, Mme Caroline Roy, PDG du CIS, et par la suite, Dr Sobanjo va aussi prendre la parole. Donc, Mme Roy. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous. Merci encore une fois d'être à l'appel à nos points de presse là, hebdomadaires qui se font maintenant de façon régulière depuis le début de la pandémie. Donc, en fait, mon premier message, puis évidemment, je vais être disponible pour répondre aux questions, c'est en lien avec la situation de la chasse en région. Vous l'avez entendu, le premier ministre a précisé les différentes mesures qui s'appliquent, puis ce qui est attendu finalement en mesures appliquées par les chasseurs, à la fois ceux de notre région, mais ceux des autres régions. Puis on sait très bien qu'on est une région où il y a plusieurs activités de chasse qui se font partout sur le territoire, puis que ces chasseurs-là peuvent provenir d'autres régions qui sont dans des paliers d'autres zones, donc zone orange ou rouge. Puis je tiens simplement à préciser qu'effectivement, ce sont les mesures en fonction du lieu de résidence que le chasseur doit respecter ou tout autre visiteur. Et donc, à partir du moment où il y a une personne qui vient pour réaliser une activité au sein de notre région, mais que son lieu de résidence est une zone rouge ou orange, il doit respecter les mesures propres à cette zone. Ce qui veut dire pour nous, en région, qui n'est pas attendu et ce qui est demandé et recommandé, c'est réellement de ne pas inviter vos amis ou vos beaux-frères, vos belles-sœurs ou toute autre personne qui pourrait vouloir venir en cette période de chasse ou en cette période d'action de grâce au sein de vos domiciles pour finalement pouvoir réaliser certaines activités, puisque ces gens-là doivent réellement respecter leurs mesures. Puis à ce moment-là, ça veut dire de n'être qu'en contact avec leur unité familiale directement. Donc, je tenais simplement à préciser ces éléments-là parce que c'est de cette façon qu'on va pouvoir protéger notre population, puis vous protéger également. Donc, je resterai disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Mme Roy. Dr Sobanjo, la parole serait à vous. Oui, bonjour. Merci encore d'être là cet après-midi. Donc, je pourrais vous confirmer que dans les dernières 24 heures, nous avons eu 3 nouveaux cas de plus ajoutés pour la COVID-19. Donc, depuis le début de la pandémie, nous avons 203 cas confirmés en région. Donc, nous avons 12 cas actifs, dont 8 sont associés à l'éclosion en cours à l'unité interne de santé mentale de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Également, nous avons 187 personnes qui sont rétablies. Je vous ai déjà mentionné que nous avons plusieurs personnes qui ont eu contact avec les cas déjà confirmés, qui fait en sorte qu'on a de possibilités de continuer à avoir des cas associés à ces expositions. Également, ça va être important pour nous, comme je vous ai mentionné plus tôt dans la semaine, qu'avec chaque cas qu'on fait en enquête, on retrouve plusieurs personnes qui ont eu des contacts étroits dans lesquels la distanciation physique n'a pas été respectée et les mesures nécessaires de prévenir une transmission n'ont pas été respectées. Ce qui fait en sorte que nous avons à mettre plusieurs personnes en isolement préventif et cela a un impact pas juste pour les personnes, mais aussi pour leur entourage. Donc, je vous rappelle l'importance de respecter les mesures et de limiter ou diminuer les contacts sociaux que nous avons. Merci. Merci beaucoup, Dr Sobanjo. Donc, nous serions déjà rendus à la période de questions. Vous pouvez, comme à l'habitude, soit ouvrir vos micros ou bien y aller par le clavardage. J'aurais peut-être une question. Ben, vas-y, c'est ça, j'attendais de voir si quelqu'un d'autre voulait commencer. Vas-y. Vas-y, Annie-Claude, je te laisse aller. Bien, j'avais une question par rapport à l'éclosion. Ben, d'abord, est-ce qu'on a trouvé la source sans entrer dans la vie privée, mais est-ce qu'on a compris comment c'est entré dans l'unité? Puis, vous dites que c'est 8 sur les 12, donc les 4 autres, c'est complètement autre chose? Donc, on n'a pas
pour l'instant, on a des hypothèses, on a des idées comment, mais c'est difficile à le dire sans briser la confidentialité et sans porter jugement aux personnes. Mais ce qu'on pourrait vous dire, c'est que oui, effectivement, ça rentrait et il y a eu d'exposition de plusieurs personnes pendant la période qui fait en sorte qu'on a plusieurs cas qui sont associés à l'exposition à un moment donné. Depuis qu'on a mis des mesures en place, on ne pense pas qu'il y a eu encore des transmissions. Des personnes qui deviennent positives sont des personnes qui ont été déjà visées et pour lesquelles on a déjà mis des mesures et un isolement préventif. Également, pour les 4 autres, 3 de 4 autres sont des contacts des personnes qui sont confirmées positives. Donc, bien que ce ne soit pas des usagers ou des employés directement, ils sont des contacts de ces personnes-là. Le dernier cas a eu un contact avec quelqu'un à l'extérieur de la région. Quand vous parliez que les nouveaux cas sont plusieurs qui sont reliés à l'éclosion, est-ce qu'on sait s'ils sont reliés parce que c'est des contacts ou il y a des nouveaux patients ou infirmières qui ont attrapé le virus? Donc, quand je dis c'est relié, c'est ça. Donc, nous avons 4 usagers et 4 employés qui ont sous l'unité, qui ont été sous l'unité, qui ont eu de la COVID, qui ont eu une confirmation de la COVID à l'heure actuelle. On avait 2 questions sur le chat, donc j'irai avec la première du citoyen. Combien de cas sont hospitalisés? Donc, les 4 usagers sont hospitalisés. Parfait. Et la deuxième question pour Mme Roy. Rupture de service obstétrique à Ville-Marie. Ce sera quoi l'impact? Oui, bonjour. Bien, effectivement, là, on annonce une rupture de service en obstétrique pour le secteur de Ville-Marie du 6 au 16 octobre prochain. L'impact est sur moins de 10 personnes, là, femmes enceintes actuellement de 36 semaines et plus jusqu'au 16 octobre. Puis, évidemment, on s'assure de leur offrir un service sécuritaire là, avec un choix même de lieu d'accouchement qui soit New Lescure, qui accepte de nous couvrir pendant cette période, ou Rouyn-Noranda. Puis, les femmes concernées ont toutes été contactées. Elles auront toutes aussi une rencontre avec un médecin accoucheur dans le territoire du Témiscamingue pour bien expliquer la trajectoire et les comportements là, ou contacts qu'elles peuvent faire jusqu'au moment de leur accouchement. Pourquoi on a besoin de faire une rupture de service à Ville-Marie? C'est lié à l'enjeu de ressources humaines réellement. Là. Donc, c'est au niveau des effectifs infirmiers où là, réellement, malgré tous les efforts puis toutes les actions qu'on a pu réaliser et qu'on réalise quotidiennement pour le maintien de nos services dans chacun des secteurs où c'est plus difficile, pour cette période-là, dans le secteur de Ville-Marie, en fonction aussi de la nécessité d'avoir des personnes qualifiées et formées pour réaliser des accouchements, on ne peut pas maintenir ce service-là pour cette période de 10 jours. Mais dès le 17 octobre, le service va reprendre à la normale. J'aurais une question par rapport, encore une fois, aux erreurs de prise de données. Là. C'est quand même pas juste un cas aujourd'hui. Là. Sur le site du gouvernement, il mentionnait 7 cas. Vous nous en donnez 3. C'est déjà difficile pour les gens de nous croire et de vous croire. Comment est-ce qu'on explique ces erreurs-là quand même répétées là, depuis quelques semaines? Donc, évidemment, comme vous autres, nous aussi, on voit que ça pose des enjeux et c'est pour cela que nous avons déjà communiqué pour voir comment on peut améliorer le système. Parce que la façon dont la saisie est faite, c'est que lorsqu'on fait la saisie, on intègre les données des fois manuellement, l'adresse et tout. Et c'est là des fois où il y a une erreur de code postaux. Donc, si quelqu'un, au lieu de mettre le bon chiffre, met un autre, ça peut arriver que la personne se trouve dans une autre région. Également, les autres cas que nous avons, on a fait des validations juste pour être certain, parce que également, si nous avons un citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue qui se trouve ailleurs, la personne va être saisie dans notre région, bien que ce n'est pas nous, la santé publique régionale, qui s'occupe
de suivi de cette personne-là. Donc, on peut avoir ce type de cas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on avait l'idée aussi. Donc, à chaque fois qu'on voit une différence comme ça, on essaye de valider et de voir connecter pour expliquer. Mais soyez assurés qu'on a fait le suivi pour que ça arrête parce qu'on comprend que c'est difficile à suivre quand le chiffre change d'une journée à l'autre. Est-ce je fais un suivi de dossier sur ce que j'avais posé il y a quelques semaines. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des cas confirmés de personnes que leur adresse est à l'extérieur de la région, mais qui se trouvent sur notre territoire? Donc, vous dites que si quelqu'un réside dans un petit Témiscamingue, mais est à l'extérieur, peut être comptabilisé chez nous. Est-ce que l'inverse est arrivé au cours des dernières semaines? Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est ici en Abitibi-Témiscamingue, mais son adresse permanente est dans une autre région. Exact. Oui, c'est arrivé. Est-ce qu'on a le nombre? C'est arrivé dernièrement, je pourrais vous le dire, mais parce qu'il faut comptabiliser qu'est-ce que vous voulez dire par la dernière semaine et combien. Donc, je ne veux pas vous l'annoncer quelque chose que je ne suis pas certaine sur le coup comme ça, mais oui, c'est arrivé qu'on a eu des cas qui sont sous notre territoire et on a dû faire l'enquête et par la suite saisir ça dans la région auquel il appartient. Est-ce que la santé publique fait les suivis auprès de ces personnes-là pour s'assurer qu'ils respectent leur soit confinement ou autre, même s'il n'est pas comptabilisé dans notre région parce qu'il est quand même pris en charge par le CISAT, je suppose? Exact. Si la personne est ici, chez nous, parce qu'il y a plusieurs situations qui arrivent. Des fois, la personne vient ici, la personne est ici, mais la personne reçoit le résultat et la personne était déjà en train de partir. Donc, pour ça, la personne de suivre va le faire à l'autre côté. Nous, on ne recommande pas que quelqu'un voyage lorsqu'il est positif pour la COVID. Mais si la personne est ici et la déclaration est faite et nous, on a fait la prise en charge, on s'assure. Bien que la personne n'apparaît pas dans nos chiffres, le suivi est fait par la santé publique. Et tous les contacts qui se trouvent chez nous ici aussi, le suivi de ces contacts est assuré par la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue. Je poursuivrai. En fait, on a 3 questions écrites. Donc, la première de RNC Média qui demande: la FIG a affirmé être préoccupée par le nouveau personnel infirmier qui arrive directement de certaines régions rouges et oranges dans les différents hôpitaux de la région. De plus, nous avons su que ce n'est pas tous les employés qui font des tests de dépistage quand ils arrivent ici. Qu'allez-vous faire pour corriger le tir? En fait, je pense que autant moi que Dr. Sobanjo, là, on peut répondre à cette question-là. Il y a présentement un programme de dépistage systématique qui se fait pour le personnel main-d'œuvre indépendante, si c'est ce dont il est question. Quand on parle de nouveaux personnels là, ou nouveaux employés qui peuvent arriver de l'extérieur et d'autres zones, on fait référence souvent au personnel des agences. Donc, le programme systématique de dépistage prévoit effectivement que ces gens-là soient dépistés lors de leur arrivée ici. Évidemment, il s'agit d'un dépistage volontaire actuellement là, qui est fait. Puis, il y a même une reprise de certains dépistages qui sont faits selon la catégorie de personnel qui est là actuellement. Donc, présentement, avec la situation actuelle, là, on est assez rassuré en lien avec la transmission possible de ces gens-là. Puis l'autre élément qu'il faut savoir et pour lequel là, on s'assure d'avoir un suivi rigoureux, c'est les contrats qui sont donnés à cette main-d'œuvre-là. Souvent, c'est une main-d'œuvre qui vient régulièrement au sein de nos établissements là, auxquels on fait affaire. Et même pour plusieurs, on est le seul établissement pour lequel il y a réellement une offre de services. Et certaines main-d'œuvre indépendantes ont même des services qui nous offrent là, sous contrat pour 1 mois et même jusqu'à 3 mois et qui résident directement dans notre région. Donc, effectivement, une préoccupation qui est tout à fait légitime, mais on a un suivi rigoureux qui est fait auprès de toute personne qui est de la main-d'œuvre indépendante chez nous. Puis, on a les mêmes mesures aussi qu'on transmet des messages là, similaires qui sont faits au niveau des médecins dépanneurs qui viennent aussi en région. Merci beaucoup, Mme Roy. Prochaine question, on fait la deuxième. Est-ce que tous les cas confirmés sont symptomatiques ou il y a également des asymptomatiques? Si c'est le cas, quel est le ratio? Donc, effectivement, il y a des personnes symptomatiques et des personnes asymptomatiques
parmi les cas que nous avons. Je pourrais vous dire que c'est un ratio d'environ 50-50%. Donc, il y a quelques-uns pour lesquels soit le dépistage a été fait parce qu'on était en recherche de cas, effectivement. C'est comme ça qu'on l'avait trouvé, ces personnes asymptomatiques. Et dans d'autres situations, c'est des personnes ayant ceux qui ont été en contact avec quelqu'un qui sont allés se faire dépister. Et c'est comme ça que ça a été confirmé. Merci beaucoup. Et la troisième question, est-ce que les personnes hospitalisées sont tous au même endroit? Donc, oui, le centre désigné pour l'hospitalisation des personnes atteintes avec la COVID en région, c'est à l'hôpital, le centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Donc, les personnes sont hospitalisées au centre hospitalier de Rouyn-Noranda dans une zone chaude qui est désignée pour les personnes atteintes avec la COVID. Juste pour préciser, on comprend que c'était des personnes qui étaient déjà hospitalisées dans quelques cas, là, puisque c'était des usagers. Est-ce qu'ils sont hospitalisés pour la COVID? Dans le sens, est-ce qu'on craint qu'il y ait des complications? Pour l'instant, ils sont hospitalisés pour plusieurs raisons, mais on ne craint pas pour leur santé. Ils évoluent bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'aurais peut-être quand même, vous avez répondu, Mme Roy, mais on peut comprendre que les gens trouveraient ça assez inquiétant de voir des professionnels de la santé arriver des zones rouges avec l'éclosion qu'on a vue quand même. Comment est-ce qu'on s'assure que, de un, ces gens-là ne seront pas des vecteurs, puis que l'utilisation des protections va aussi être adéquate alors qu'on voit quand même qu'il y a eu une éclosion là, dans une unité à l'hôpital? Bien, en fait, les mesures sont appliquées partout avec les mêmes règles et la même rigueur attendue en fonction de la clientèle desservie ou des zones dans lesquelles on travaille, partout en province. Puis évidemment, à partir du moment où une personne se déplace d'une zone rouge ou orange vers notre région, bien, il y a des mesures qui sont attendues aussi en lien avec, comme je le mentionnais tout à l'heure pour les chasseurs, là, en lien avec leurs activités sociales ou autres, évidemment. Quand il est question de travailleurs, bien, évidemment, nous, on a un suivi rigoureux qui est fait avec ces gens-là. Puis présentement, les directives en place nous permettent d'avoir un suivi de chacune des personnes qui est sur notre territoire. Puis, on a un programme, comme je le dis, de dépistage systématique en fonction même du lieu où cette personne-là travaille. Donc, si la personne travaille auprès de clientèles plus vulnérables, on la dépiste même à répétition. Successivement dans le temps. Fait que le suivi qui est fait actuellement correspond à la situation qu'on vit. Si on a une évolution en région puis qu'on se doit d'évoluer aussi dans nos mesures en place par rapport à ce personnel-là ou même à notre propre personnel, bien évidemment, on va suivre les recommandations à ce moment-là de la santé publique directement. On va regarder qu'est-ce qui est opportun de mettre en place spécifiquement dans notre contexte régional, puis c'est ce qu'on va déployer. Nous avons une question par écrit sur le même sujet, Mme Roy, donc RNC qui demande encore pour le nouveau personnel infirmier. Donc, le CISAT est confiant que le nouveau personnel infirmier ne sera pas un facteur d'éclosion pour la région. Avec les mesures qui sont en place actuellement, dans notre contexte aussi épidémiologique actuel, effectivement, les mesures sont prises pour qu'on soit confiant et qu'on puisse rassurer la population puis nos usagers que ces gens-là ne seront pas des vecteurs. Mais vous l'avez vu, il ne s'agit pas de venir de l'extérieur. On voit qu'il y a une transmission qui est actuellement en région, qui n'est pas aussi importante que dans d'autres régions et il ne s'agit pas de venir de l'extérieur nécessairement là, pour pouvoir être un vecteur directement. Donc, c'est toujours un moment de rappeler les mesures qui s'appliquent, puisqu'effectivement, c'est la rigueur avec laquelle on va le faire là, qui va faire en sorte qu'on va limiter notre transmission en région. Pendant qu'on parle de travailleurs de la santé, je ne sais pas si vous avez vu à Lévis, il y a eu une infirmière qui aurait transmis le virus à l'hôpital et l'infirmière a ressenti quelques symptômes et aurait quand même été obligée d'aller travailler. On peut-tu clarifier qu'en région, il n'y a pas d'infirmières qui travaillent s'ils ont des symptômes ou s'ils en ont, lesquels on peut permettre à une infirmière de travailler, sachant qu'elle a peut-être la COVID? En fait, je vais laisser Dr. Sobanjo répondre à cette question-là. Plus précisément, au niveau
niveau des symptômes ou de ce qui s'applique là, en fonction de l'évolution de symptômes ou de situations pour les travailleurs, pour vous dire que le suivi de chaque travailleur, soit qui présente des symptômes, soit qui a des préoccupations ou des questions au sein de notre établissement, c'est le bureau de santé qui en prend en charge puis qui s'assure d'un suivi là, quotidien lorsque c'est requis, même avec chacun de ces employés-là. Présentement, on en a des employés qui sont en isolement préventif et non, il est hors de question qu'on les retourne au travail. Donc, il y a réellement une évaluation personnalisée individuelle qui se fait avec le bureau de santé en collaboration avec la santé publique pour chacun des travailleurs qui pourraient avoir des symptômes. Mais évidemment, présentement, on ne demande à aucun travailleur de travailler à partir du moment où il y a un doute ou il y aurait un risque qu'il soit porteur de la COVID. Je vais laisser Dr. Sobenjo compléter. Effectivement, on utilise des guides et des recommandations qui ont été faites pour les travailleurs de la santé pour évaluer la présence des symptômes. Et dès qu'il y a des symptômes, l'évaluation est faite et la personne est retirée et le test est organisé assez rapidement pour que les personnes puissent avoir des résultats assez rapidement également. Et même des fois, selon le contexte dans lequel la personne se trouve, la personne, même avec un résultat négatif, ne pourrait pas réintégrer son milieu de travail. Dans d'autres situations, avec un test négatif et selon l'évaluation, la personne puisse réintégrer le milieu de travail. Mais il y a une évaluation qui se fait et les consignes sont claires et les gens, les gestionnaires, tous les personnels sont au courant des consignes à suivre dès qu'ils présentent des symptômes. Avions-nous d'autres questions? À l'écrit, ça faisait le tour. J'en avais pas d'autres qui étaient rentrés. Eh bien, ça ferait le tour pour ce point de presse d'aujourd'hui, du 1er octobre. Merci tout le monde de vous être présenté encore une fois aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir.